Bonjour Aurélien, Bonjour. ça va bien? Oui, très bien. Bon. Donc Aurélien, tu es product manager chez Esker, c'est bien Oui, ça? c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Esker? Qu'est-ce que c'est comme produit? À qui ça s'adresse? Combien vous êtes dans la société? Depuis quand ça existe? Ok. Donc SKR, c'est un éditeur logiciel qui est français, basé avec le bureau corporate qui est basé à Lyon, 400 personnes à peu près dans le monde. Donc il y a pas mal de bureaux aux États-Unis et une assez grosse filiale là-bas. Et puis un peu partout en Europe, en Asie et en Australie. Ok. Donc au niveau logiciel, en fait, on est éditeur logiciel plutôt orienté SaaS. On a des logiciels qui sont sur la dématérialisation de documents, on va dire. Et moi, plus spécifiquement, en fait, je travaille sur ce qu'on appelle Sales Order Processing. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'anglicismes, hein, donc je vais sûrement en utiliser pas mal. Tu peux y aller. Euh, Ce qui est en fait le traitement, l'automatisation des bons de commande. Ok. Donc, on est très orienté B2B, plutôt grosses entreprises. Mhm. On va dire par exemple Whirlpool qui va recevoir des bons de commande avec des frigos et des fours et des choses comme ça. Et de partout Et dans le monde. voilà, et le but c'est d'automatiser le traitement de ces commandes pour les injecter au plus vite dans le RP et que du coup on puisse livrer le client correctement avec la bonne quantité. Voilà. Donc Ok. ça c'est plus spécifiquement mon produit. Après de façon générale, Esker, on est positionné à la fois sur le cycle order to cash, donc de la Mhm. commande jusqu'à la facture, et puis le cycle de l'autre côté qu'on appelle P2P, purchase to pay. Donc je reçois, enfin je vais d'abord commencer par commander quelque chose à un fournisseur, passer une commande et ensuite je vais recevoir une facture et je vais essayer de réconcilier ma facture pour m'assurer que je paye bien le bon montant. Ok. Voilà. Donc, Et, donc ça ouais, s'adresse principalement donc à beaucoup de boîtes d'une grande taille, plutôt industrielles, très, on va dire, business, c'est-à-dire sur des grosses volumétries, avec des gros niveaux voilà, de production, des grosses commandes, des choses assez quand même colossales. c'est ça, plutôt grosses entreprises. Après, on a aussi une offre plus orientée, on va dire PME, parce que historiquement, en fait, on vient aussi du monde du fax, donc du fax, et puis ensuite on a fait la diffusion de fax et de courrier. Donc on a des usines courrier. Et là, c'est tout simplement de la dématérialisation. Je vais envoyer des documents. Alors très souvent, c'est des factures hein, quand on parle des courriers. Euh, et donc, je vais envoyer mes factures. Et là, ça peut être aussi limite même. On a même des comptes pour Monsieur Tout le Monde hein, qui peut Ok, envoyer plutôt que d'aller à la poste. Je vais envoyer mon recommandé, je l'envoie. ok, très bien. Et du coup, vous êtes 400, vous êtes créé en quelle année à peu près? Créé en 85, Ok, ça fait un peu plus de 30 ans. Ça a été fondé par deux personnes de l'INSA Lyon. Donc le PDG est toujours là. Il s'appelle Jean-Michel Bérard. ok, très bien. Et du coup, Aurélien, on va parler de toi maintenant. Hum. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? D'où tu viens? Est-ce que tu peux parler de ton cursus ou du moins des expériences qui ont été marquantes par rapport à ton poste actuel de product manager? Oui. Alors moi je suis très marqué SCAR hein, quand même puisque j'ai fait la grande majorité de ma carrière là. Donc j'ai fait effectivement des études d'ingénieur aussi à l'INSA, à Lyon. Euh, et ensuite je suis rentré chez SCAR. Alors au départ moi je suis rentré au support technique. Mhm. En fait en gros je voulais, enfin le développement c'était pas quelque chose qui me branchait vraiment. Et le support technique c'est vrai que ça me permettait à la fois d'utiliser mes compétences techniques quand même et puis d'avoir du rapport avec les clients. Je trouvais ça pas mal. Donc j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Je suis devenu manager de l'équipe. Après, je suis parti aux États-Unis parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, il y a une filiale américaine. Et c'est vrai que j'avais envie de bouger, donc j'ai pu être responsable du support technique aux États-Unis. Et après, j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour du support technique. C'est vrai qu'en plus, c'est un peu usant. Et puis, ça m'a apporté une super expérience terrain de comment ça se passe vraiment dans la vraie vie avec les clients, les problèmes qu'on rencontre. Et du coup, j'ai évolué. Alors, au départ, j'étais product manager. C'était au moment où, en fait, Escar a décidé de passer à l'agilité. Donc, c'est Mhm. quelque chose dont vous l'avez parlé un peu aussi. Ça s'est passé vers quelle période à peu près? Donc, ça, c'était il y a 5 ans, je crois. D'accord, 4, ok. 4 ans. 4-5 ans, on va dire. Et donc, du coup, ouais, à cette époque, c'était pas encore très clair comment on allait s'organiser, mais en gros, on avait un product manager qui était product owner aussi, qui faisait tout. Et du coup, moi, je me suis retrouvé là-dedans, donc c'était ultra formateur, c'était un peu compliqué aussi, mais c'était extrêmement intéressant. Donc j'ai fait ça, après on s'est un peu plus structuré, et du coup, on a séparé les rôles de product manager et les rôles de product owner. Donc chez nous, comment c'est organisé? Les product managers sont rattachés, on va dire,
globalement au marketing, Mhm. et les product owners à la R&D. Et donc ils travaillent à peu près en binôme sur un produit. Typiquement, Voilà. moi sur mon produit, on va avoir Sales Order Processing, on va avoir un product owner, un product manager. Ok. Et donc à ce moment-là, moi je suis passé product owner à la R&D, parce que je trouvais ça intéressant d'être vraiment proche des développeurs, au jour le jour de suivre les plannings, écrire les stories, tout ce genre de choses. Donc voilà, j'ai fait ça quelques années, et ensuite j'ai eu, on va dire, c'était plutôt une opportunité personnelle en fait, donc j'ai déménagé à Nantes. Mhm. Et du coup j'ai travaillé dans une autre boîte qui s'appelait The Base, qui s'appelle Sparkline maintenant. Mhm. Donc là c'est une structure vraiment différente, on va dire peut-être 30 personnes, donc beaucoup plus petit, plutôt orienté start-up, une société qui avait 5-6 ans. Et là j'étais product manager, mais c'est pareil au sens très large, c'est-à-dire ça incluait aussi l'avant-vente, la récolte des besoins, de la recette, parce qu'on n'avait pas forcément d'équipe de test. Ce qui est logique dans une équipe de 30 personnes. Vraiment beaucoup de choses. Donc j'ai fait ça pendant un an, puis finalement après je suis retourné à Lyon, et du coup dans la même société vu que j'étais parti en Ok. très bon terme. Et à ce moment-là, je suis retourné dans un poste de product manager, Ok. puisqu'il y avait un poste ouvert déjà, c'était la bonne nouvelle. Et du coup, en plus, je pensais que ça me correspondait assez bien. J'avais, par rapport à mon expérience nantaise, appris plus de choses liées au marketing, un peu plus loin de la R&D, on va dire. Et ça correspondait très bien. Donc voilà, Ok. c'est ce que je fais. C'est très clair. Et du coup, ce qui est intéressant, donc ce que tu racontes, c'est les couples, product owner, product manager pour chaque produit chez Esker. Du coup, comme vous avez beaucoup de produits différents, ça représente combien de personnes au total ces couples? Du coup, on doit être 6 product managers et à peu près pareil, 6 product owners, on va dire Ok. 12. D'accord. Ouais. Très bien. Donc en gros, on a 4 gammes de produits, Oui. donc ça fait 4 paires. Et puis après, on a des product owners et managers plus dédiés à la plateforme. Donc Mhm. on a une plateforme SaaS, en plus qu'on maintient nous, enfin je veux dire c'est nos propres serveurs. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour la scalabilité, ce genre de choses. Ok. Et du coup, au niveau des. Alors, tu disais que les product owners étaient plutôt en travail avec les développeurs, que les product managers étaient plutôt avec le marketing, les ventes. Comment viennent s'insérer les fonctions, on va dire, design, data science, etc. Est-ce que vous êtes, on va dire, sur différents plans, ou vous êtes par petits groupes, par produit? Alors, en fait, ce qui est vraiment organisé, on va dire, en méthode Scrum, Mhm. c'est vraiment la R&D. Ok. Donc clairement, il y a une équipe, enfin il y a même plusieurs équipes. Moi, pour mon produit, en l'occurrence, il y a 2 équipes qui travaillent ensemble, on va dire. Euh, et du coup, avec un product owner, des Scrum Masters, et donc en gros, ils font le développement, le test, et après, bon, il y a une équipe séparée qui fait la mise en production. Donc ça fonctionne comme ça. Et ensuite, nous, au niveau, on va dire, product management, on a à la fois une équipe de product management et de marketing à côté. Et du coup, là, on n'est pas assez nombreux pour avoir splitté Oui. par produit. Donc, on fonctionne ensemble. Typiquement, donc, on se partage les ressources de design quand on doit faire des présentations, des vidéos, tout ce genre de choses. Ok. Et du coup, alors, comment se passe, par exemple, sur ton produit, le produit sur lequel tu travailles, comment se passe, on va dire, le workflow global entre la naissance d'un besoin, sa Oui. mise en production, son suivi, son analyse ensuite, si jamais il doit y avoir un retrait? Comment s'articule un petit peu tout ça? Est-ce que vous avez différentes étapes de validation? Est-ce que vous avez des outils qui vous Ouais. permettent de suivre tout ça? Oui, alors c'est une vaste question, on a beaucoup de choses, hein, forcément. Comment ça fonctionne en gros? Euh, on va dire, après il y a plusieurs canaux, en fait, c'est toujours un peu ça. Hein. Le product manager, il se retrouve finalement au carrefour de plein de personnes, et on discute avec, si possible, les clients. C'est ce qu'on essaie de faire le plus possible. Donc on a des événements clients, c'est l'occasion d'aller rencontrer, quand on peut aller avec les commerciaux aussi en avant-vente ou en après-vente. En plus les clients, souvent, ils apprécient, hein, Ok. qu'il y ait quelqu'un du corporate qui vienne les voir. Comme il s'agit de grosses structures, tu vois les clients, mais aussi les utilisateurs chez les clients ou, Oui, d'accord. ce qu'on essaye justement. Alors après, on essaye d'avoir, ça a été un peu la deuxième révolution après Scrum. On va dire, il y a 3 ans, on s'est dit quand même, on a un produit technologiquement qui est vraiment intéressant. Par contre, on a encore du travail à faire sur l'expérience utilisateur.
Donc on a vraiment mis un accent là-dessus. C'est vrai que c'était quelque chose qu'on ne faisait pas forcément avant. Et là, il y a eu un gros effort pour se dire quelle est l'expérience utilisateur, vraiment nos utilisateurs, qu'est-ce qu'ils cherchent à avoir. Parce qu'un utilisateur qui rentre des commandes, il faut savoir aussi que c'est très fonctionnel. C'est pas quelqu'un, c'est pas monsieur tout le monde qui fait une opération juste en se connectant sur Skype, par exemple. Il y a un langage métier, il y a des actions qu'ils ont été habitués à faire parce qu'ils travaillent dans le RP avec différentes personnes. Donc, il y a pas mal de choses à savoir. Et c'est vrai que c'est assez spécifique. Donc, on a vraiment fait ce travail de validation de nos interfaces avec différents utilisateurs. On a été voir des clients, on a fait des vrais tests. Et là, ça s'est beaucoup amélioré par rapport à ça. Okay. Par contre, on a un peu dérivé par rapport à la question originale. Alors, je vais essayer d'y revenir. Du coup, on essaie de récupérer donc, tous les besoins des clients. Donc, effectivement, le canal privilégié, c'est directement le client. On a aussi tous nos commerciaux. On a aussi toutes nos équipes d'implémentation des projets, donc les consultants, et puis le support technique. Donc, tout ça donne plus, évidemment, notre vision. Parce que si on se base uniquement sur ce que nous demandent nos clients, il y a peu de chances qu'on arrive à garder de l'avance par rapport à la concurrence. La vision, c'est principalement le board, l'équipe produit, tout le monde. Alors nous, ouais, il y a vraiment le board qui est impliqué en fait. Ce qu'on a actuellement, on appelle ça des focus teams. Du coup, on a des membres du board, alors qui sont dans certaines focus teams de certains produits en fonction de leur connaissance ou de ce qu'ils préfèrent aussi, tout simplement. Mais en principe, on a quand même la majorité du board à peu près dans tous les produits. Et du coup, on a une équipe avec ces gens-là. Donc on a des gens qui représentent la R&D, des gens qui représentent le consulting, le support, les ventes évidemment, et puis la finance, on a un peu tout le monde. Et ensuite on a donc au moins le product manager, le product owner, et en gros le product manager et le product owner doivent driver un peu la discussion, de dire voilà ce qui nous est remonté, voilà ce qu'on souhaite faire, et on essaie de valider tous ensemble. Après il y a aussi des fois des inputs de la direction qui dit, je sais pas, on souhaiterait aller, en l'occurrence dans le traitement des factures entrantes, on souhaite aller vers la fintech, vers des choses, bon, je vais pas trop en dire, mais voilà, des choses intéressantes. Et donc on essaie de faire entrer ça dans les plans de produits, et après on a des visions à la fois à court terme, moyen terme et long terme, enfin, même très court terme. On va dire le product owner, il est pas mal sur le court terme, hein, déjà. La définition du prochain sprint, hein, on a des sprints de 2 semaines, donc il faut que quand même on sache quoi faire, mais on essaye de pas trop en discuter avec les membres du board, parce que le but c'est pas de discuter de la micro-story ou du fixe pour un client spécifique, ou même si c'est pour 10 clients, mais plutôt de qu'est-ce qu'on espère faire. Nous, comment on est organisé, on a des releases donc effectivement on met en production toutes les 2 semaines, mais tous les 4 mois on fait ce qu'on appelle des releases, donc à la fois interne et externe, où déjà nous, en tant que product manager, on va former tous les commerciaux. Parce qu'on ne peut pas les former tout le temps, leur expliquer tout ce qui change. Donc tous les 4 mois, on prend quelques heures et on fait des sessions en plus avec les commerciaux qui sont un peu partout dans le monde. Donc voilà, on essaie au moins d'avoir la vision sur les 4 prochains mois, qu'est-ce que je pense à peu près faire dans mon produit. Et puis ensuite, on développe aussi des visions un peu à long terme. Alors on sait qu'elles sont fausses, hein. La réalité dans l'agilité, c'est qu'elles sont fausses, mais elles seront fausses. Mais ça permet au moins de savoir où on va, et puis d'arbitrer aussi. Typiquement, j'ai une nouvelle demande qui arrive, est-ce qu'elle rentre dans ma vision, ou est-ce qu'elle ne rentre pas? Si elle rentre pas, il faut vraiment que j'ai, je sais pas, du gros revenu associé. D'accord. Voilà. Arbitrer et potentiellement inspirer les équipes en interne aussi. Voilà. Ça leur donne un petit peu un angle d'attaque pour... C'est ça. Après, effectivement, on essaie de partager cette vision aussi avec les développeurs pour qu'ils sachent voilà, pourquoi ils travaillent, vers quoi on va, vers quel client on a. Donc c'est vrai qu'en plus, ils sont souvent assez friands de ça. C'est vrai que pour un développeur, c'est toujours intéressant de se dire j'ai travaillé, mais à la fin, j'ai des clients qui sont contents et qui sont prêts à participer à des événements avec Esker, faire des vidéos, des choses. Donc en fonction un petit peu du degré d'importance des sujets et de vision, vous avez différents niveaux. Vous avez la focus team, puis en gros l'équipe des products, puis l'équipe des product owners ou product managers avec les devs ou autres. Et en fait, vous déclassez comme ça, vous triez, vous priorisez un petit peu les choses comme ça. Après oui, il y a la notion
Donc on a la notion d'épique, de story. Donc les épiques, c'est des groupes de story finalement. D'accord, vous n'avez pas plus de niveau hiérarchique entre... Voilà, une fonctionnalité, mais de gros niveau. Ouais. Ça va nous prendre peut-être 3 ou 6 mois pour le faire. D'accord. Ça c'est à peu près, plutôt 3 mois quand même. Okay. La notion de l'épique, et puis ensuite on va la couper peut-être en 10 ou 20 stories. Ok. Et du coup, ce qui est intéressant maintenant, c'est jusqu'à à quel niveau donc le product manager ou le product owner et comment vous répartissez un peu le travail de préparation de tout ça, jusqu'à quel niveau de degré, jusqu'à quel niveau de détail vous allez dans la préparation des livrables, que ce soit les maquettes, les protos, les tests, la rédaction des specs. Est-ce que ça varie d'une fonctionnalité à l'autre? Est-ce que ça varie d'une user à l'autre? Est-ce que vous avez quelque chose de très formaté? Comment vous préparez tout ce matériel-là pour l'envoyer ensuite en production? En fait, on travaille vraiment en binôme déjà. D'accord. Donc c'est vrai que ça change un peu en fonction. Après, il y a quand même des tâches un peu réparties. Je veux dire, clairement, moi, je suis pas là pour donner les stories à l'équipe de développement, et clairement, le product owner, il n'est pas là pour typiquement faire des présentations PowerPoint qui vont être montrées en avant-vente à nos prospects, quoi. Ça, c'est plutôt mon travail. Okay. Donc, mais après, on s'entraide, et dans tous les cas, on valide un peu le travail de chacun, quoi. Okay. Par exemple, moi, je dis, j'aimerais mettre à jour, je sais pas, on a des solution summary, en gros des fiches produits qui expliquent un peu la solution, et je la mets à jour. De toute façon, je la fais valider au product owner pour qu'il soit raccord avec que le message marketing soit en phase avec la réalité du produit, et inversement. Enfin, voilà, moi je cherche à comprendre ce que fait le produit pour ensuite articuler correctement aussi nos messages marketing et commerciaux. Okay. Donc voilà, il y a quand même des rôles assez répartis. C'est vrai que clairement le product manager, après c'est chez nous, il faut encore, je dis pas que c'est la vérité de ce que doit être le product manager ou le product owner. J'ai pas du tout cette prétention. Comme je le dis souvent, c'est écrit dans le footer de productpeople.io, les points de vue exprimés ici ne sont que des points de vue. Oui, c'est ça. C'est cool. Du coup, voilà, le product manager, il travaille vraiment plus avec le marketing et les commerciaux. Ouais. Nous, les commerciaux, moi, mon travail, c'est de m'assurer qu'ils connaissent la valeur apportée par le produit, qu'ils savent l'articuler face à un prospect, qu'ils savent le vendre correctement. Et inversement, le product owner va être plutôt du côté technique, va être plutôt l'interlocuteur privilégié des consultants qui sont en train d'implémenter la solution et qui rencontrent des difficultés ou qui auraient besoin d'amélioration d'un produit pour pouvoir l'implémenter plus vite, par exemple. Et pareil pour le support technique, quand il y a des problèmes remontés par des clients, des choses qui ne marchent pas, ça remonte plutôt via le canal product owner. Ok, très bien, ça c'est très clair. Et du coup, par exemple, donc, l'expression de besoin est formulée par les différents canaux que tu as dit. C'est raccord avec plus ou moins avec la roadmap. Ça rentre dans le backlog. Vous en parlez avec le product owner. Vous vous mettez d'accord. Vous préparez ce qu'il y a à préparer. Ça part en prod. À partir de là, il y a un petit effet. Tu vois plus vraiment ce qui se passe jusqu'à la mise en production. Ou non, tu arrives un peu à suivre encore ce qui se fait. Après, voire t'es consulté sur certaines questions. Oui, il faut savoir que nous, ça dépend vraiment des produits. Mais comme on a des produits quand même très orientés B2B, avec des cycles de vente, d'implémentation assez longs, c'est assez difficile, c'est un de nos problèmes d'ailleurs, d'avoir du feedback rapidement sur ce qu'on a fait en fait. Alors il y a des fonctionnalités qui rentrent bien dans ce cadre-là. Je sais qu'assez récemment, on a mis à jour par exemple, donc on a des dashboards dans l'interface avec des indicateurs, des rapports, tout ce genre de choses. Et du coup, on a mis à jour en gros le moteur pour bénéficier de fonctionnalités plus sympas pour les utilisateurs, où quand on passe la souris sur le graphique, on voit le pourcentage, le nombre d'éléments, de factures, les montants, ce genre de choses. Et puis après, on peut faire, je ne sais même pas comment le traduire en français, mais du drill down en gros, où quand je vais cliquer sur, par exemple, les commandes reçues à un mois donné, et ça va me faire un détail des commandes par client. Voilà, tu peux zoomer à différents niveaux. Voilà, de façon dynamique. Ça, c'est quelque chose, pour le coup, qu'on a vraiment réalisé à l'ensemble de nos clients. Donc, on l'a fait par petits bouts. On a d'abord réalisé pour nous, en interne, tous nos comptes de démonstration.
qu'en gros tous les gens qui utilisent la solution en démo puissent s'approprier et puis relever des problèmes. Et ensuite, on l'a fait avec un set de clients bêta, qui était OK pour... et puis, on pouvait rollbacker s'il y avait un problème pour eux. C'était juste, en fait, un switch à changer pour se dire on revient comme ça. Et ensuite, on a fini, donc on a fait une communication quand même à tous nos clients, parce que c'est un changement important. Et pour leur dire, voilà, maintenant, vous avez des nouvelles fonctionnalités et vous en bénéficiez tous. Et là, du coup, c'est vrai que c'était bien parce que ça permet d'avoir le feedback en live de ce qu'on fait. Mais c'est pas la majorité de nos stories. Parce que typiquement, si aujourd'hui on décide de rajouter une fonctionnalité dans le traitement des commandes, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter actuellement. Bon, on va dire la gestion du bon de livraison avec voilà, ce genre de choses. Il va y avoir de toute façon le cycle de vente qui va prendre plusieurs mois, il va y avoir le cycle d'implémentation qui va prendre aussi plusieurs mois. Donc finalement, on va avoir du feedback 4 mois plus tard peut-être. Et c'est vrai qu'il faut arriver à ne pas perdre de vue quel bénéfice on a pu tirer de ces choses-là, mais des fois c'est sur du long terme. En plus de la phase de commercialisation, puis d'implémentation, etc., qu'il peut y avoir à l'échelle de chaque client aussi, c'est-à-dire que vous avez des petits clients et puis des très gros clients, et donc eux-mêmes ont des filiales, puis des bureaux, puis là, et ça met du temps à être descendu dans l'arbre. Concrètement, de votre côté aussi, une fois que vous avez préparé quelque chose que vous pouvez mettre en prod, il faut informer en interne vos différents bureaux, filiales, former tout le monde pour que vous soyez apte à communiquer et à commercialiser des produits. Donc, en fait, des deux côtés, c'est plus ça qui prend du temps que finalement le dev en soi de la fonctionnalité. Oui, en fait, c'est ça. Des fois, ça peut prendre du temps. C'est vrai que sur certaines fonctionnalités, voilà. Après, c'est à nous de travailler avec ça et de faire en sorte de quand même savoir évaluer, parce que c'est quand même quelque chose d'important aussi, de savoir dire, on avait décidé de faire telle fonctionnalité, est-ce que vraiment ça nous a apporté le ROI attendu, ou est-ce qu'on s'est trompé, parce qu'on a le droit de se tromper, et du coup la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de mieux évaluer ce que ça peut avoir comme impact. Avec un laps de temps qui n'est pas forcément à la hauteur de vos méthodes agiles en interne, quoi. Ça, du coup, c'est, on va dire, jusqu'à la mise en prod, jusqu'à l'utilisation. Du coup, comme tu viens de l'expliquer, après, tu as, on va dire, un retour avec ou des métriques, ou des stats, ou des données qui vous permettent de juger si c'est quelque chose de positif ou pas, ou carrément négatif. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez, on va dire, une grosse gestion, on va dire, du legacy, de l'historique, un petit peu de technologique? Est-ce que vous vous dites non, tous les X temps, on réinitialise un petit peu toute notre code base parce que ça peut nous permettre d'assainir les choses? Est-ce que vous faites les choses feature par feature en disant ça, on va la garder, celle-là, en fait, plus personne n'utilise, on enlève? Comment ça se passe, on va dire, le cycle de vie un peu du produit? Alors, nous, c'est un produit qui a beaucoup évolué, en fait, qui a été créé il y a 15 ans au moins. Puisqu'en fait le produit qu'on utilise sur le SaaS, c'est aussi le produit qu'on a d'abord vendu on-premise, donc installé chez les clients. Et ensuite on a montré notre propre infrastructure cloud avec ça. Et donc les technologies ont beaucoup évolué. Après, une des problématiques qu'on a, c'est qu'on a des clients qui sont sur des vieilles technologies, entre guillemets, et du coup qu'on ne peut pas toujours migrer simplement. Enfin, en principe, il y a toujours un coût de migration. Donc soit c'est à nous de le supporter, et c'est compliqué parce qu'on a des projets, on peut faire travailler sur des nouveaux projets. Des fois, on arrive à en faire supporter une partie par le client en lui disant grâce à ça, vous allez bénéficier de nouvelles fonctionnalités. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de clients historiques avec tout un ensemble de solutions, de fonctionnalités différentes et en fait, chaque client a quand même, bien que ce soit sur un SaaS partagé ayant la même base de données, il a son set de règles, on va dire. Règles métiers, avec des technologies des fois différentes. Donc c'est vrai que ça c'est un challenge qu'il faut qu'on adresse. Donc on a commencé à adresser. Et voilà, donc maintenant en gros ça dépend des solutions, mais il y a des solutions sur lesquelles les clients en fait on est plus dans un mode, on va dire comme une appli sur son iPhone, pour simplifier les choses, et donc le client a une version et en fait on la met à jour, on peut la mettre à jour automatiquement en garantissant qu'on
évidemment la compatibilité ascendante, on n'impacte rien de ce qu'il a. Que vous conservez son paramétrage. Ouais, ok. Et on rajoute des fonctionnalités qui sont désactivées par défaut, et le client peut dire, par exemple, je souhaite bénéficier du portail client, et ben je l'active et c'est parti. Okay. Voilà, c'est vers ça qu'on tend, mais c'est vrai qu'il y a tout un historique avant d'arriver à ça. J'imagine. Donc en gros, il y a un petit peu, si je résume un peu les complexités qui sont liées au métier et à votre typologie de produit, il y a un petit peu la dette technique. Il y a le côté, le temps qui peut s'écouler entre la mise en prod et puis on va dire les premiers retours. Vous avez d'autres problématiques qui sont plus ou moins faciles à gérer? Des problématiques, on en a toujours. Après, on va dire plus en marketing, après c'est plus à mon niveau, on va dire. Pour mon produit, c'est vrai que en gros on est leader sur le marché, je pense. Clairement, on est identifié comme le leader, mais on est plutôt sur un marché qui n'est pas trop connu. Les gens ne parlent pas trop d'automatisation des bons de commande. On parle beaucoup plus du traitement des factures entrantes, faire en sorte qu'on valide les factures entrantes parce qu'il faut qu'on paye. Mais étonnamment, alors que les commandes, c'est de l'argent, je veux dire, pour les entreprises, s'il y a des commandes qui sont reçues par fax et perdues dans un coin parce que personne ne les rentre dans le système, on ne va pas livrer le client et on ne va pas gagner d'argent. Mais étonnamment, on a tout un travail éducatif à faire autour de ça, et ça c'est pas évident en fait. Donc on a pas mal d'initiatives, on va dire au marketing et au product management pour organiser des événements, parce qu'il n'y a pas trop d'événements en fait. Souvent c'est les services clients qui font l'entrée la saisie des bons de commande, et pour essayer d'évangéliser un peu tout le monde par rapport à ça, et dire il y a des gains de productivité à faire, vous allez pouvoir améliorer votre satisfaction client, il y a plein de choses, et c'est là où finalement on a un peu de mal. Souvent quand on arrive à avoir un lead, on arrive assez bien, pour mon produit une fois encore, assez bien à le vendre, mais on a un peu du mal justement à trouver des clients qui comprennent l'importance en fait du sujet et qui sont prêts à faire les efforts d'implémentation, de paramétrage, de suivi, etc. Et du coup, on travaille beaucoup sur essayer d'être visible par rapport à ça. Donc, on va dans des événements qui, des fois, sont liés à des événements service client, des événements logistiques aussi, parce que souvent, c'est quand même lié. S'il y a des problèmes pour saisir les commandes, souvent, au niveau de la logistique, ça pose un problème. Et essayer de faire en sorte que les gens se rendent compte qu'il y a des problèmes par rapport à ça. Parce qu'effectivement, si on va voir un prospect et qu'on lui dit vous avez un problème mais qu'il n'en a pas conscience, il n'a pas de besoin, il ne va pas acheter la solution. Et alors ça, le sujet des commandes, comment tu expliques un peu que c'est malgré tout le parent pauvre des outillés, alors que c'est clé en fait pour le business d'une boîte, surtout pour les grands groupes en fait? Alors il y a plusieurs analyses possibles. Déjà, nous, il faut savoir que ça marche bien aux États-Unis. Clairement, c'est notre marché numéro 1 par rapport aux commandes. Après, en Europe, je ne sais pas, c'est un peu plus à la traîne. Et il y a aussi toute une... alors, je ne sais pas si tu connais les commandes EDI, mais en fait, l'EDI, c'est une technologie un peu vieille qui a été inventée il y a moins 20 ans. En gros, c'est... sur le papier, c'est vrai que c'est assez génial, j'échange, alors c'est pas forcément des commandes, mais très souvent c'est des commandes, j'échange des documents électroniques qui sont des commandes. Donc c'est typiquement très utilisé dans la grande distribution, quand on fait Carrefour passe des commandes, ils vont passer par des systèmes EDI. Donc ça parlait de mainframe ou ERP. Et du coup, il y a cette idée, chez beaucoup de boîtes, en fait, drivées par l'informatique, souvent, les services IT, que le problème des commandes, il est résolu parce qu'on a de l'EDI. Et donc, il y a quand même plusieurs problèmes avec l'EDI. D'abord, le premier problème, c'est que l'EDI, c'est bien, mais si on reçoit 80% de ces commandes par email, ça passe pas par l'EDI ou par fax. Puisqu'en fait, nous, je reviens un peu sur l'historique, mais comment on est arrivé à faire du sales order processing? Donc, ce que je te disais tout à l'heure, on a commencé avec des serveurs fax en fait. C'était il y a assez longtemps. Et puis on s'est dit quand même, le fax c'est bien gentil, mais un jour ça risque de moins bien se passer. Donc qu'est-ce que sont tous ces fax en fait?
Et la majorité du trafic fax, c'est des commandes. Et du coup, on s'est dit, ah tiens, des commandes, c'est intéressant, on va travailler sur le document, et puis ensuite, on a remonté la chaîne de valeur pour arriver jusqu'aux commandes. Voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a cette idée que l'EDI peut tout faire, mais il y a quand même toutes les commandes reçues par fax ou les commandes reçues par email. Et puis, l'EDI, c'est une vision pas très souple des process, donc c'est extrêmement rigide. Donc ça fonctionne bien si on commande toujours la même chose, que les codes articles ne changent pas, qu'il n'y a rien qui change en gros, parce que c'est basé sur des fichiers XML, du mapping. Voilà. Donc si rien ne change, tout va bien. Mais la moindre petite erreur en fait fait que la commande elle est tout simplement coincée parce qu'il y a un code article qui a changé, il y a une date qui n'est pas au bon format, parce que l'EDI en plus il y a des centaines de formats. Voilà. Donc, du coup, la commande n'est plus valide. Voilà, ça dessert un peu le message comme quoi il y a quand même encore beaucoup à faire autour de l'automatisation des commandes. Il n'est pas forcément extrêmement entendu, mais on travaille. Bon, il y a un beau chantier en tout cas, j'ai l'impression. Tu l'as dit un petit peu plus tôt, le product manager comme le product owner, c'est des gens qui travaillent avec pas mal de monde en fait. Côté product management, c'est beaucoup sur le sourcing d'informations, puis le tri. Il y a une bonne connaissance métier que tu viens de nous expliquer un petit peu, la compréhension des enjeux et à quoi ça sert et comment on aide les utilisateurs. Est-ce que tu vois d'autres qualités essentielles ou compétences qu'il faut avoir pour être un bon product manager ? Pour moi, le plus important, c'est de savoir communiquer en fait. D'accord. C'est de savoir communiquer avec des personnes différentes. Donc d'avoir de l'empathie pour comprendre pourquoi un commercial a du mal à vendre ou arrive bien à vendre, ou pourquoi un consultant aurait des problèmes et puis comprendre aussi les problèmes de nos clients, hein, tout simplement. Il faut savoir se mettre à la place du client et de se dire et savoir l'écouter vraiment. Donc pour moi c'est beaucoup d'écoute en fait et de volonté de chercher à comprendre les besoins des autres. Alors après, évidemment, il faut aller un peu plus loin que juste les comprendre. Il faut essayer de proposer quelque chose en face qui correspond aux besoins. Mais pour moi, c'est la qualité numéro 1. Il y avait quelque chose que je voulais dire, en fait, c'était chez nous, on a des product managers un peu de profils différents. D'accord. Donc je trouve que c'est assez intéressant, justement. On a des gens, moi j'ai un profil technique à la base, on va dire. Donc il y en a d'autres comme moi, des profils ingénieurs. Il y a des profils vraiment orientés marketing, donc école de commerce, ce genre de choses. Et on a aussi des gens en fait fonctionnels. Donc on a quelqu'un qui a travaillé, on va dire justement au service d'administration des ventes. Donc il y a une excellente connaissance métier de tous ces processus. Et ça fait aussi un excellent product manager. Voilà. Donc après, je pense que il peut y avoir vraiment différents profils. On peut y arriver par différents endroits. De toute façon, moi je pense qu'on peut toujours apprendre des choses. Moi je connaissais pas grand chose au marketing avant d'en faire. Et voilà, ça s'apprend après. Okay. Et surtout si on a la volonté de le faire. Okay. Et du coup, toi qui as fait ces deux métiers, product owner puis product manager, sur le même produit d'ailleurs à Esker ou non, sur des produits différents? Moi j'ai travaillé à la fois sur la plateforme SaaS, okay. Vraiment des choses assez techniques, faire en sorte que la sécurité, les performances soient bonnes, de façon simple. Et après j'ai travaillé sur le lancement, sur la création d'un nouveau produit, qui était le module de commande d'achat. Alors pour les personnes qui pourraient être amenées à hésiter ou à avoir un doute, qui sont déjà en poste sur un métier ou sur l'autre, ou qui ne sont pas encore du tout dans l'univers, qu'est-ce qui peut les aider? Qu'est-ce qu'ils peuvent essayer d'écouter chez eux pour savoir s'il faut plutôt se diriger vers le product management ou le product owner? C'est une bonne question. J'essaie modestement. Je réfléchis quand même. Parce que si je résume, du coup, tu nous dis il n'y a pas de profil type et on peut venir du fonctionnel métier, on peut venir de la technique, on peut venir du business et y arriver. Ça, c'est pour le product management. Pour le product owning, il faut probablement un peu plus de compétences techniques malgré tout. C'est ce que j'allais dire. En fait, chez nous, dans notre organisation, c'est clair que je pense qu'il faut un peu plus de compétences techniques ou être
cas capable de parler un peu plus le langage des développeurs, de comprendre leurs problématiques. Okay. Après, néanmoins, pour moi, un product owner, il doit rester dans le fonctionnel. La technique, c'est aux équipes de trouver des solutions pour que ça fonctionne. Le product owner, il doit dire quand même, je veux telle fonctionnalité, faire une maquette, donc ça reste quand même assez fonctionnel. D'accord. Donc pour moi... Du coup, il faut écouter son cœur et savoir si on a plutôt envie de parler avec les utilisateurs ou plutôt avec les développeurs. Après, le product owner est peut-être moins amené à communiquer que le product manager chez nous. Voilà, typiquement, quand il y a des formations en interne à tous les commerciaux, c'est fait par les product managers, voire même des présentations devant les clients ou... parce que c'est ce que je disais, on organise en fait des user events où on a nos utilisateurs et on leur présente les nouvelles fonctionnalités par exemple. Donc c'est plutôt organisé, fait par les product managers. Bon, après, c'est notre organisation. Ouais, c'est ça. Vous, il y a clairement un split, mais potentiellement quelqu'un peut faire les deux métiers. Il n'y a pas une si grosse différence que ça. Moi, c'est ce que je pense. Oui. Après, je sais pas, il y a peut-être des entreprises où c'est encore extrêmement différencié, on va dire. Voilà. Moi, je trouve que personnellement, les deux métiers sont intéressants. C'est vrai que j'étais un peu plus attiré par le côté avant-vente, vente, et justement aider par rapport à ça. D'accord. Et du coup, chez vous, dans vos équipes, il y a, par rapport au fait que vous êtes 12 personnes sur le produit, combien il y a de personnes sur le design ou combien il y a de personnes sur l'analyse de données? Juste pour avoir une idée un peu du ratio. Ça, en fait, c'est partagé. Il n'y a pas de personne sur... je veux dire, moi, je fais à la fois l'analyse de données. Le design, en l'occurrence, c'est pas trop moi qui le fais, c'est plutôt le product owner. D'accord. Enfin, je veux dire, si on parle de maquette. Ouais. Mais typiquement, l'analyse, par exemple, des clients existants, ça va être plutôt moi qui vais la faire. De dire, je sais pas quel est l'ERP majoritaire de nos clients, quelle est la taille, le secteur d'activité, parce qu'on travaille beaucoup sur les secteurs d'activité. Essayer de se dire, j'ai un vertical qui fonctionne bien, par exemple, on est beaucoup dans le médical ou la pharma, et du coup, on sait que ça marche en plus très bien quand on peut aller voir un client et dire votre concurrent il a pu améliorer sa satisfaction client grâce à nous, souvent ça les intéresse. Donc ça c'est plutôt mon travail. Après pour la partie maquettage, ça clairement chez nous c'est plutôt le product owner qui fait ça. Okay. Moi j'en fais pas en fait. Okay. Donc toi tu fais une analyse, on va dire, des données a priori avant que la feature soit développée, etc. Est-ce qu'ensuite vous regardez un petit peu uniquement les objectifs que vous êtes fixés à atteindre ou carrément d'autres jeux de données, d'autres métriques pour voir si finalement il y avait ce point-là qui a surgi et qui est super intéressant et qui est peut-être à creuser? Oui, des fois on fait ça en fait. On fait des petites... on se dit, tiens, il y a quand même cette demande, ça fait 2-3 fois qu'on me la demande. Et en fait, on cherche à évaluer, est-ce que c'est un besoin pour tous les clients? Et ça, c'est intéressant. Donc, soit il y a des analyses qu'on peut faire basées sur les statistiques de la plateforme, mais c'est pas toujours évident. Donc, nous, ce qui marche vraiment bien, c'est finalement... c'est l'humain. C'est assez simple. C'est... parce qu'au fil du temps, c'est vrai qu'on finit par connaître un peu les utilisateurs clés de nos solutions chez certaines grandes sociétés. En gros, les managers de services clients. Et il y en a certains qui sont en plus, qui ont vraiment un lien avec nous, qui nous voient plus comme un partenaire que comme un fournisseur, et qu'on peut appeler pour demander qu'est-ce que vous en pensez, ou essayer d'avoir ce genre de discussion, comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre métier, est-ce que ça va dans le bon sens. Et c'est vrai que ça nous aide beaucoup. Okay. Parce qu'on a un petit panel, alors on n'a pas besoin d'en avoir 5000, hein, des fois avec en pollant 5 ou 10 personnes, déjà on a une bonne idée de est-ce que non, ça a l'air débile et ça n'intéresse personne, ou ça intéresse quelqu'un. Après, l'autre difficulté par rapport à ça, quand même, toutes les fonctionnalités, je n'en ai pas parlé, mais il y a toujours, est-ce que ça intéresse les gens? Souvent, ça intéresse les gens. Par contre, c'est quelle valeur on peut mettre dessus? Oui, est-ce qu'ils sont prêts à le payer et à combien? Parce que quand on va dire, est-ce que vous voulez des graphiques plus jolis, tout le monde va dire bien sûr. Oui.
je veux une super visibilité sur mes données. Et quand on va dire, ok, mais est-ce que vous seriez prêt à payer, je sais pas, 1 centime par document qui est montré dans le dashboard. Ah, c'est beaucoup. Voilà. Et voilà, et ça dépend. Donc, et ça permet, parce que nous, notre but c'est aussi quand même de gagner de l'argent, hein, tout simplement. Donc, on cherche à trouver des fonctionnalités qui ensuite vont avoir de la vraie valeur chez les clients. C'est vraiment ça le but, quoi. Ok. Donc, c'est pas juste l'intérêt, c'est aussi de savoir estimer. Alors, évidemment, il n'y a pas de formule magique, hein, parce que je me souviens qu'au début, quand j'ai commencé justement Product Manager, Product Owner, je me suis dit ça doit bien exister quand même des formules magiques, donc j'ai cherché un peu partout. Je me suis dit il doit bien y avoir des gens qui ont fait un espèce d'algorithme qui dit nombre de clients fois pourcentage de réussite, fois je sais pas quoi. Bah, ça n'existe pas dans le B2B sur quelque chose d'aussi compliqué. C'est vraiment basé sur un peu d'expérience, savoir récupérer les bonnes données, et puis voilà. Alors justement, ça me fait une bonne transition. Tu parles de formules magiques. En termes d'outils, on va parler un petit peu d'outillage maintenant. Qu'est-ce que vous avez un petit peu tout au long de votre workflow, que ce soit pour définir la roadmap comme pour on va dire, mesurer tout ça. Est-ce que vous avez plein d'outils? Est-ce que vous avez un seul outil qui fait un peu tout? Comment ça se passe? Alors non, on en a plusieurs. On travaille avec beaucoup de choses. Donc déjà, on travaille avec Trello, hein, je pense Ok. que tu connais un peu. Donc ça, c'est pour ce qui est préparation des features, rédaction des tests ou non? Euh, on va dire non, c'est plutôt une vision moyen terme. Ok. Mettre un peu les sujets sur la table, essayer Vision produit. de prioriser. Après, on a aussi des outils qu'on a développés en interne qui sont un peu similaires et qui nous permettent de construire des roadmaps. Ok. Et, donc qui nous permettent de dire, typiquement, donc là on travaille sur la macro story, donc plutôt les pics, et on dit j'en ai une ici, j'en ai une ici, puis finalement j'en ai une qui veut venir s'insérer parce que on pense que c'est mieux, et du coup on décale le reste, voilà. Et ça nous permet, parce que souvent quand même dans l'agilité, une des problématiques, c'est qu'il y a des gens qui souhaitent avoir des roadmaps, et c'est normal, et c'est pas toujours évident de donner des roadmaps, donc on essaye quand même de donner des roadmaps. Parce qu'en fait, on ne peut pas donner l'impression qu'on travaille juste pour la semaine d'après, c'est pas vrai. Même si on se concentre plus sur le travail des 2 prochaines semaines, ou des 2 prochains mois que des 2 prochaines années, ça c'est vrai. Mais il faut pouvoir donner de la vision, notamment à des investisseurs, à des clients, pour leur dire que le produit va évoluer. Bon. Donc on a des outils internes, et après, donc, par rapport à la construction de la vision, donc roadmap moyen ou un peu plus long terme. Quand je dis moyen, c'est les 4 mois. Ok. La prochaine année. Bon. Et ensuite, vraiment au niveau de la story, on utilise Salesforce pour beaucoup de choses. Hein, Ok. C'est notre CRM pour les clients, les cases, et aussi pour les stories du coup. Ok. Donc, les stories sont gérées dans Salesforce. Il y a un workflow pour dire elle est dans le backlog, elle est dans le sprint, elle est en production, elle a été mise en production à telle date. Ok. D'accord. Et voilà, on suit ça comme ça. Ok. Et toi, par exemple, tu fournis un reporting à quelqu'un et qu'est-ce que tu lui indiques dans ce reporting? Nous, notre reporting, moi, c'est plutôt du coup, la roadmap. Hein. Ok. C'est qu'est-ce qu'on veut faire, quand. Voilà. Ok. Et tu montres un peu un delta entre la dernière version envoyée et la nouvelle. Alors oui, ça c'est ce qu'on essaye de faire, hein, parce que justement c'est une des problématiques, parce que la roadmap elle change, Ouais. et souvent les gens ont un peu de mal donc ils voient la roadmap, ils disent ah ça a l'air bien, et ils voient celle d'après, ils disent ah ça a l'air bien, et puis après ils disent mais en fait qu'est-ce qu'il y a concrètement là, qu'est-ce qui a changé? Et parce que des fois c'est vrai qu'en montrant attention on a inséré telle fonctionnalité au milieu, donc on a décalé le reste, ou on a décidé que finalement celle-là n'était pas intéressante, donc on a tout ramené. Voilà, ça permet de mieux arbitrer et de gérer les attentes. Ok. Parce qu'après ça c'est une autre problématique quand même du métier global. Hein. Je pense que tout le monde le rencontre. Nous on a beaucoup de demandes. Enfin, j'en ai pas trop parlé, mais c'est quand même une société qui marche très bien. Depuis quelques années on a une croissance à 2 chiffres. Donc on a beaucoup de clients, beaucoup de demandes de partout. Et clairement, je crois que la statistique c'était, j'ai un petit doute, mais je pense qu'il y a un quart des stories, des thèmes qui rentrent dans le backlog, qui au final sont réalisés. Ça veut dire que les 3 quarts,
ne sont pas faits. Ok. Puisque on a une capacité de production qui est Qu'est-ce ce qu'il y qu'elle est a? avec notre R&D, et en même temps c'est une bonne chose, parce que sinon on ferait sûrement plein de choses qui servent à pas grand-chose. Donc l'idée c'est de gérer un peu la frustration C'est ça. de tous les gens qui demandent moi je voudrais ma fonctionnalité, et il faut savoir articuler ça et dire ça rentre dans la vision de produit, ça rentre pas dans la vision de produit. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'articles autour du le bon product manager, c'est celui qui sait dire non, et je pense que c'est vrai, hein. Il n'y a pas de mystère par rapport à ça. Donc après il faut faire beaucoup d'éducation pour dire pourquoi est-ce qu'on choisit les choses. Quand est-ce que ça arrivera? Oui, voilà. Et si ça arrivera, si ça arrivera pas, en tout cas pas surpromettre. Ni annoncer trop de dates. Voilà, si on annonce plein de choses par rapport à des commerciaux, après ils vont être frustrés. Et puis du coup, ça va un peu grasser la mécanique de remontée de fonctionnalité. En disant, de toute façon, ce que je remonte, vous ne le faites jamais. Donc je ne vais plus vous remonter les choses. Okay. Et ça pose un problème. Donc après, c'est du travail justement d'expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi on a changé d'avis. Voilà. Okay. L'usage de Salesforce pour les stories, je trouve ça assez innovant. J'en avais pas entendu parler. Ouais. Et du coup, Trello pour la vision, produit, des outils en interne pour les roadmaps, Salesforce pour les stories. Est-ce qu'il y a d'autres outils ensuite, par exemple tout ce qui est consolidation des besoins, que ça provienne des sales ou du support, est-ce que c'est poussé quelque part? Le backlog, c'est vraiment dans Salesforce. Okay. Tout va dans Salesforce. Voilà, et après, donc c'est le product owner qui gère chez nous le backlog. Okay. Et donc c'est lui qui va. Enfin, il y a des workflows pour faire en sorte que ça arrive dans Salesforce. Très bien. Après, avec des tailles différentes, il va y avoir peut-être des stories qui sont juste énormes, des fonctionnalités qui vont prendre peut-être 6 mois à développer, mais on sait qu'on va pas le faire tout de suite, donc on va le laisser à l'état extrêmement brut, et puis on va casser les cailloux au fur et à mesure pour arriver à faire passer ça dans les sprints. Voilà. Du coup, vous êtes quand même une structure qui a un historique, qui est là depuis un certain moment. J'imagine qu'il y a eu plein de périodes, plein de façons de faire. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans quelque chose d'assez rythmé et d'assez établi, et il n'y a pas trop de changements, ou non, vous êtes encore en train d'essayer des choses en disant tiens, et si on travaillait comme ça, et eux font comme ça, et pourquoi pas nous? Ou pas du tout? Alors oui, de toute façon, on change, oui, on continue à changer. Hein. Enfin, je veux dire, là, les outils dont je te parlais tout à l'heure pour définir la roadmap qui ont été faits en interne, on les avait pas il y a un an. D'accord. Et c'est juste qu'on avait d'autres trucs, c'était un peu pas génial. On s'est dit tiens, on va essayer ça. En gros, il y a quelqu'un qui a essayé dans son coin, qui a dit regarde, ça c'est super. Et puis on l'a utilisé. Et donc, et puis après, on essaie aussi de se reposer la question une fois de temps en temps. D'ailleurs, ça va arriver dans pas très longtemps, en gros, dans une semaine là, on se voit avec les membres du board, un peu tous les product managers et tous les product owners, et essayer de remettre à plat nos process en fait. Qu'est-ce qui marche? Enfin, comme des rétrospectives Scrum. Hein. Okay. Pour ceux qui connaissent, donc par exemple, il y a plein de thèmes de rétrospectives, mais l'idée c'est de dire j'ai un processus, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer, continuer à l'améliorer. Okay. Principalement basé sur une analyse des chiffres. Alors après, ça peut être aussi sur, je sais pas, par exemple, si tous les product managers et owners considèrent que notre processus de décision il n'est pas assez rapide ou pas assez clair, enfin, je sais pas, voilà. Et ensuite on se dit parce que typiquement nous les focus teams ont été faites pour ça, la base en fait elle n'existait pas, donc c'est à dire qu'il y avait en gros le product owner et manager qui décidaient un peu tout seuls dans leur coin, et puis les membres du board venaient parfois même au review, même assez souvent au review, et disaient mais finalement pourquoi est-ce qu'on fait ça quoi. Et donc on avait à la fin de la review des discussions s'il faut le faire ou pas le faire. Voilà, de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment. Et on s'est dit quand même c'est pas le bon moment pour faire ça quoi. Enfin, c'est bien de donner du feedback sur ce qui a été fait, mais donc on a commencé à établir des petites équipes qui se voient régulièrement, on discute des sujets, des avant-ventes importantes, des clients chez qui ça se passe bien, et du coup ça permet d'aligner un peu tout le monde. En fait l'idée
c'est toujours ça, hein, c'est d'avoir arrivé à aligner des gens qui font des métiers très différents, hein, un commercial et quelqu'un en support technique qui font pas la même chose. Mais il faut que tout le monde avance dans la même direction pour qu'au final le produit avance. Très bien. Parce que si le produit il est entre guillemets mal vendu, il est vendu à côté de ce qu'on sait faire, après ça génère des problèmes. Voilà, de toute façon, ça c'est partout pareil. Hein. Donc l'idée c'est d'avoir le commerce aligné avec le consulting, avec le support par rapport au produit. Et notre vision. Bon, c'est très clair. Du coup, comment tu vois un petit peu le futur des métiers produits? Est-ce que tu vois vers de plus en plus de spécialisation ou plutôt non, justement quelque chose qui va fusionner le product management et le product owning ou encore autre chose? Ça, je sais pas trop en fait. C'est une question que je me pose un peu. C'est vrai qu'en plus on voit dans les articles. Moi, je suis toujours un peu partagé parce que souvent, donc il y a des gens très Scrum qui disent le product owner va tout faire. Okay. Va être à la fois la personne qui est dans l'équipe au jour le jour, à qui ils peuvent poser des questions, mais en même temps la personne qui va voir les clients, qui récupère les infos, où je me dis c'est Superman quoi, parce que j'ai un peu du mal à voir comment ça fonctionne. Surtout sur des gros produits et dans des grandes structures. Et pour moi, on est obligé de splitter un peu le rôle de management produit en plusieurs personnes, dans tous les cas. Okay. Donc, après, j'ai pas de... Je sais pas trop. Je pense qu'on va vers un peu plus de spécialisation. Et en même temps, je trouve ça dommage parce que quand on se spécialise, du coup, on perd un peu de vue un peu le côté relais qui est la nature du poste. La vue à 360 en fait. Ouais. Et justement, c'est ce qui est intéressant dans le métier et c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue parce que sinon on va prêcher pour quelque chose de spécifique et puis pas forcément dans l'intérêt général en fait. Okay. Voilà. Est-ce que tu as des ressources, des livres ou d'autres choses à conseiller aux gens qui veulent s'instruire un petit peu sur les métiers produits? Alors, j'en ai, mais il faudrait que je te les envoie parce que je les pas Ça marche. C'est quelque chose qui arrive et qui est potentiellement faisable. Je peux mettre les liens ensuite dans la... Ouais. Je sais qu'il y a... Enfin, moi, donc, je suis rentré, on va dire, product management via Scrum, via l'agilité. Okay. Donc, c'est quelque chose moi qui a changé ma vie professionnelle, hein, très honnêtement. Donc, lire le manifeste agile, essayer de s'informer au maximum sur les pratiques. Ouais, après, moi, je ne suis pas un ayatollah du Scrum ou de l'agilité. Hein. Je pense qu'il y a des choses intéressantes. En tout cas, voilà, dans le concept, il y a quand même, pour moi, lean management. Il y a plusieurs choses comme ça, là, qu'il faut lire, liées à l'agilité. Je pense que c'est extrêmement intéressant, déjà, de comprendre... juste la base je vais faire un produit avec un cœur solide et ensuite je vais augmenter les fonctionnalités de mon produit. Je sais qu'il y a une infographie sur le web là, où on trouve faire de l'agilité en construisant une voiture. Donc soit on fait du waterfall et on construit d'abord les roues, puis le châssis, puis au final la carrosserie, soit on fait de l'agilité et on commence par un skateboard, et puis ensuite on a une trottinette, et puis on a un vélo, et puis on a une moto, et puis on a une voiture. Voilà. Donc ça c'est quand même pour moi la base des choses à comprendre. Et après, voilà, je t'enverrai quelques... Ça marche, on mettra ça sur ta page. Et je pense que ouais, c'est intéressant parce que même moi je suis souvent aussi sur les forums LinkedIn de product management. Et c'est intéressant en fait, voir comment ça se passe dans d'autres entreprises, parce que LinkedIn c'est un bon outil. En fait, les gens ont tendance à partager un peu leur façon de faire, des fois ce qui marche pas, parce que et du coup c'est un peu plus spontané et vrai que certaines présentations. Je sais que moi j'ai participé à des événements, il y a le PM Festival, je sais pas si tu connais. Non, et ça se passe où et quand à peu près? Alors celui-là c'était à Zurich. D'accord. Il y en a qui se passe à Zurich, je crois, chaque année. Et donc j'y avais participé avec les membres du product management d'Esquerre. Et donc c'était très intéressant globalement, mais c'est vrai qu'il y avait
pour moi une tendance à justement à marketer un peu trop tout ça et à minimiser les problèmes. En fait. C'est-à-dire c'était des gens qui faisaient des présentations, c'était la catastrophe, je suis arrivé, product manager, bam bam bam, et à l'arrivée on a un produit qui se vend comme des petits pains. Et bon, je caricature hein, forcément, mais c'était un peu mon sentiment. Alors que quand même c'est jamais si évident que ça quoi. Enfin, ou alors les gens sont plus forts que moi et c'est possible. Mais Ouais, ou alors on passe à côté de vrais problèmes finalement. voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y a des vraies problématiques qui sont pas forcément. Donc qui sont discutées justement sur LinkedIn. Ok. Donc c'est c'est une LinkedIn une bonne source. Eh bien, ouais. écoute, un dernier mot pour la fin, Aurélien? Oui. Ce que tu veux. Ben merci. Je pense que c'est une super initiative ce que tu fais. Que ça peut permettre de faire un peu plus connaître ce que fait un product manager, ce que fait un product owner, Okay. À quoi ils servent, et voir que c'est des gens d'horizons différents. Voilà. Ok. Je te remercie beaucoup pour ce petit mot. C'est pas forcément ce que j'ai essayé de te faire dire, mais c'est super sympa. Je te remercie beaucoup pour ton temps, tes explications, et puis de nous avoir fait connaître un peu plus Exclare pour les gens qui ne connaissent pas, et puis le métier. Donc, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une excellente soirée, et à Ça marche. bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut.